Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine proposée par l'IRIS qui cette semaine va être de nouveau évidemment consacrée à la question de la guerre d'invasion russe en Ukraine, mais disons vue depuis l'Amérique latine. Mais on va voir qu'en regardant depuis l'Amérique latine, on est bien dans l'axe de ce conflit, puisque ce qui se passe en Amérique latine, en partie, affecte ou mobilise certains acteurs du conflit, je pense en particulier aux États-Unis à cette heure. Alors, si on revient un peu sur l'Amérique latine et la guerre en Ukraine, on doit repartir du premier jour du conflit, le 24 février 2022, avec des prises de position que j'avais présentées dans une contribution sur le site de l'IRIS, où en gros on avait trois groupes de pays qui d'emblée montraient que les positions des pays latino-américains étaient assez désunies, diverses, souvent en fonction de leur relation avec Moscou, de leur relation aussi bien sûr, leur système d'alliance avec Washington et Pékin. Donc tout ça finalement préparait la première impression, la première position des pays latino-américains. Et dès le 25 février, on voyait, disons, trois groupes se dessiner. Le premier, celui des pays qui condamnaient fermement et explicitement Moscou, dans lequel on trouvait la Colombie, qui est le principal allié de Washington dans la région, seul pays latino-américain à avoir le statut de partenaire global de l'OTAN. Par ailleurs, on trouvait dans ce groupe le Chili, l'Équateur, le Paraguay, l'Uruguay, le Pérou. On trouvait dans un deuxième groupe de pays, des pays qui condamnaient l'usage de la force par Moscou sans toutefois aller jusqu'à une dénonciation claire et nominative de Vladimir Poutine et de la Russie. Je pense au Brésil, dont Jair Bolsonaro avait visité Moscou quelques jours en fait, avant le début du conflit, on en avait parlé ici aussi, qui prône une dénonciation de l'usage de la force dans le règlement des conflits et des différends internationaux, mais qui prônait aussi une forme d'appel au dialogue, à la négociation pour résoudre ce conflit, ce qui va devenir un peu plus tard, pour la position brésilienne, une position de neutralité dans ce conflit. L'autre pays, c'était le Mexique et l'Argentine, qui à ce moment-là étaient un peu, disons, dans cette position de condamnation de la force, mais pas encore de Moscou. Le troisième groupe de pays était constitué des pays de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Je pense évidemment à Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et aussi la Bolivie, qui eux, dans un premier temps, ont manifesté en fait une prise en compte des intérêts de Moscou et un soutien en fait à Moscou, tout en disant quand même qu'il fallait arriver à une négociation et un dialogue, puisque la force n'était pas le mode de règlement des conflits. Donc il y avait les deux positions, mais clairement plutôt favorables à Moscou. Et d'ailleurs, le Nicaragua de Daniel Ortega, à ce moment-là, avait lui reconnu comme Moscou dans son droit de reconnaître les républiques du Donbass comme sécessionnistes juste avant la guerre. Ça, c'est le 25 février. Quelques jours plus tard et quelques balais diplomatiques plus tard, les choses évoluent un petit peu. Et le grand point qu'il faut analyser, c'est évidemment le vote des latino-américains à l'Assemblée générale des Nations unies, qui a donc voté cette résolution écrasante qui s'appelle « Agression contre l'Ukraine » du 2 mars, dans laquelle il faut lire les positions et leur évolution des pays latino-américains. Avant ça, mentionner que le Mexique a pris initiative avec la France, avec Emmanuel Macron et López Obrador, pour un projet de résolution du Conseil de sécurité qui demandait à ce moment-là, on est le 27 février, qui demandait d'ouvrir un accès humanitaire sans entrave, c'était les termes de la résolution, en Ukraine. Et cette résolution n'a pas vraiment vu le jour, elle n'a pas été appréciée par les alliés de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, et finalement, elle est restée un petit peu dans les limbes, mais en tout cas, c'était une initiative qui avait donc mêlé le Mexique dans cette position, disons, de recherche, de négocier, de dialoguer dans le conflit ukrainien. Donc le 2 mars, j'y reviens à la résolution, et là, les choses deviennent beaucoup plus claires et évoluent. Les pays latino-américains, aucun pays latino-américain n'a apporté sa voix à la Russie, c'est important de le signaler, aucun. La plupart d'entre eux ont voté pour cette résolution dans les 141 pays qui ont voté pour, parmi lesquels on va trouver l'Argentine, le Brésil, dont je parlais de la neutralité, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, Haïti et j'en passe, le Mexique, le Honduras, Paraguay, Pérou, qui ont voté donc pour la résolution, c'est-à-dire contre l'agression
russe et la dénonciation de cette invasion russe par Moscou. D'autres pays se sont abstenus, dans le groupe des 35 pays qui se sont abstenus. Et là, on trouve les pays de l'ALBA, donc Cuba, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Nicaragua, la Bolivie, mais aussi le Salvador, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Le Salvador qui s'est rapproché de Pékin ces dernières années, aux grandes dames de Washington. Le Salvador de M. Bukele, qui est en froid avec Washington, s'est abstenu et donc a priorisé l'alliance avec la position chinoise, puisque comme on le sait, la position des abstentions a été menée par la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud. On devra analyser le sens de cette abstention dans ce qu'il veut dire pour aussi le positionnement des pays du Sud par rapport à ce conflit, mais ça on le verra ultérieurement. En tout cas, les pays de l'ALBA ont voté l'abstention, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas soutenu la Russie. Ils ont demandé un règlement pacifique et un dialogue pour sortir de cette crise. Et le Venezuela n'a pas participé au vote parce que le Venezuela n'a pas payé ses droits de cotisation, si je puis dire, à l'ONU. Mais il a alterné des positions où il a apporté son soutien, dénoncé le rôle de l'OTAN dans les conditions qui auraient créé ce conflit, a apporté son soutien à Moscou de diverses manières, tout en prenant à ce moment-là aussi que finalement il fallait quand même s'en sortir par un dialogue et faire taire les armes le plus vite possible. C'était la position, disons, des deux jambes de la position vénézuélienne à ce moment du 2 mars. Et puis, on arrive maintenant, j'enregistre la vidéo, on est le 8 mars, eh bien, d'un seul coup, tout s'est accéléré avec la situation, la déflagration ukrainienne. La situation internationale est en train de changer sous nos yeux. Tout est permis aujourd'hui. Tous les scénarios peuvent connaître des révolutions coperniciennes complètement. Et on voit que c'est en train de se passer en Amérique latine. Une phrase a suffi à accélérer beaucoup de choses. C'est celle d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui a dit « Nous sommes en discussion avec nos partenaires européens pour interdire les importations de pétrole russe dans notre pays, tout en maintenant, bien sûr, un approvisionnement mondial de pétrole régulier. » Cette phrase a déjà eu un impact. C'est que, à l'initiative de Washington, une délégation d'émissaires du département d'État, mais aussi du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire un organe qui est proche du président des États-Unis directement, sont allés à Caracas le week-end du 6-7 mars pour avoir des discussions au palais présidentiel avec l'adversaire, Nicolás Maduro. Cette délégation était composée de plusieurs personnes clés de l'entourage de Joe Biden. Il y avait M. Juan González, qui est directeur amérique du Conseil national de sécurité nationale. Il y avait Roger Farstein, qui est, lui, l'envoyé spécial pour les otages de Washington. Et puis Jimmy Story, qui est l'ambassadeur des États-Unis pour le Venezuela, basé à Bogota. Ce sont eux qui sont allés à Caracas sans en informer Juan Guaidó, qui est pourtant le président légitime que Washington soutient, mais ils n'ont pas informé Juan Guaidó de ce voyage. Ils ont parlé avec Nicolás Maduro. De quoi ont-ils parlé? D'après Jen Psaki, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, et la presse américaine, New York Times, le Wall Street Journal et d'autres, eh bien, ils ont parlé de sécurité énergétique entre les États-Unis et le Venezuela. Et grosso modo, ils ont parlé de la possibilité d'une levée partielle ou d'un adoucissement des sanctions de Washington sur le Venezuela en l'échange de quoi? Eh bien, sur le plan stratégique, d'une distanciation plus claire du Nicolás Maduro, de son gouvernement, de la Russie, mais aussi de la Chine. Et deuxièmement, de l'engagement de Nicolás Maduro à produire du pétrole à destination des États-Unis si ces derniers se passaient des importations russes. Alors il faut rappeler que les importations russes aux États-Unis, c'est quand même pas grand-chose. C'est 8% de ce qu'importent les États-Unis pour leurs besoins quotidiens, pour pas toucher à leurs réserves. C'est 8% de Russie, c'est 51% du Canada et à peu près 8% aussi du Mexique. C'est 8% pour le pétrole et les produits raffinés. C'est 3%, si je puis dire, des barils de pétrole brut qui viennent de Russie. Ça fait à peu près 200 000 barils par jour pour venir, en fait, nourrir la demande pétrolière américaine. Donc on n'est quand même pas dans des eaux complètement délirantes. Le problème est autrement plus important pour les Européens, mais ce n'est pas le sujet de la chronique. En tout cas, les États-Unis cherchent à voir si auprès de leurs fournisseurs traditionnels, périphériques, j'ai envie de dire, du deuxième cercle énergétique, comme les pays sud-américains, eh bien, ils pourraient se rabibocher avec le Venezuela pour que le Venezuela puisse renvoyer du pétrole. Pourquoi? Parce que c'est une solution à portée de main, près de chez soi. Le Venezuela est un producteur qui, quand tout allait bien, envoyait 500 000 barils par jour
aux États-Unis sur sa production de 3 millions à l'époque. Aujourd'hui, c'est 700 000 ou 800 000 barils que produit le Venezuela, surtout à destination de la Russie et de la Chine, et plus du tout des États-Unis. Mais toute l'infrastructure pétrolière vénézuélienne a été organisée et élaboré pour les besoins du marché états-unien initialement. Donc les États-Unis ont déjà aux États-Unis les raffineries, les pompes à pétrole qui pourraient tout de suite fonctionner. Et c'est pour ça que le Venezuela peut devenir une carte intéressante pour répondre à cette éventuelle levée des importations russes aux États-Unis. C'est ça le cadre de la rencontre. Rencontre qualifiée par Nicolas Maduro de respectueuse, de très courtoise, de très diplomatique. Donc on a parlé de cela, on a parlé de la levée des sanctions contre du pétrole. Il y a déjà Chevron, le groupe Chevron, qui est toujours au Venezuela, le groupe américain Chevron, qui pourrait demain matin refaire partir les pompes pour envoyer le pétrole, être raffiné aux États-Unis, au Mexique, pour que, en gros, très rapidement, les choses se remettent en ordre de marche pour les États-Unis. Et manifestement, c'est bien ça que sondent les Américains aujourd'hui au Venezuela. Ils seraient prêts à lever ou adoucir, j'ai dit, une partie des sanctions contre le Venezuela, c'est ce qu'on laisse entendre, et ils souhaiteraient aussi, les Américains, que les Vénézuéliens libèrent les cadres de la société Citgo, qui est justement la société de raffinage et de distribution de pétrole, d'essence aux États-Unis. Il y a des milliers de pompes à essence aux États-Unis, Citgo, et il y a des cadres américains de cette société qui sont en prison au Venezuela. Le Venezuela devrait les libérer. Les Vénézuéliens demandent, eux, des comptes sur Alex Saab, qui est l'homme d'affaires colombien qui était délégué du Venezuela dans le dialogue politique et au Mexique. Ils demandent aussi là-dessus des Vénézuéliens des contreparties. Et Maduro a annoncé la reprise du dialogue politique, justement, avec l'opposition au Mexique, ce que voulaient aussi les Américains. Donc on voit que ça va très très vite. On ne sait pas où ça peut aller, parce que ça ne veut pas dire que les choses vont aboutir. D'une part, pour Nicolas Maduro, c'est périlleux, parce que changer d'alliance comme ça en quelques jours pour retourner dans une normalisation avec les États-Unis, ça peut avoir beaucoup d'avantages, mais peut-être des inconvénients. Et rien n'indique que la promesse américaine serait tenue, surtout que les États-Unis vont connaître des élections de mid-term en 2023, où les anti-vénézuéliens vont faire payer cher à Biden cette hypothétique normalisation avec Caracas. D'ailleurs, aujourd'hui, le sénateur de Floride, Marco Rubio, ou bien le sénateur du New Jersey démocrate, Bob Menendez, qui est, lui, le patron de la Commission des relations internationales du Sénat, vole de tout bois contre cette hypothèse d'une normalisation pétrolière et politique avec le Venezuela au nom du conflit russe. Et donc, ils vont tout faire pour que ça ne se fasse pas. Ils ont du pouvoir, de l'influence pour cela. Et il y a des élections mid-term qui pourraient être très très mauvaises pour l'administration Biden. Donc tout ça fait qu'on n'est pas peut-être sûr du tout que les choses vont se faire. Donc pour Maduro, même de son propre point de vue, c'est un pari qui a un certain risque aujourd'hui. Mais rester avec la Russie collée à Poutine, ce qu'il ne fait déjà plus en réalité, puisque Maduro lui-même désormais dit qu'il faut revenir à la raison et au dialogue et à la paix, et que c'est une chose de soutenir le peuple russe et ses légitimes demandes sur sa sécurité, c'est autre chose d'accepter la guerre. Donc aujourd'hui, le discours est là-dessus, de Caracas, on voit déjà des inflexions, mais rester au même statut que la Corée du Nord ou l'Érythrée ou la Biélorussie pour la Russie, c'est évidemment un calcul qui lui aussi est très risqué et très mauvais pour le Venezuela dans les mois qui viennent. Donc voilà ce qui est déjà en train de se passer, mais c'est déjà une conséquence de ce conflit, c'est qu'en quelques minutes, quelques jours à peine, ce qui paraissait impensable il y a encore 10 jours comme type de rapprochement, opère dans les conditions accélérées de celles d'un conflit. Tout ça va permettre au Venezuela de continuer à négocier, à chercher la levée des sanctions, mais aussi de permettre aux investisseurs privés de venir dans le pays pour aussi prendre des concessions dans l'industrie pétrolière, par exemple, et de restructurer la dette du Venezuela qui est de 130 milliards de dollars. Et les Vénézuéliens veulent pousser leur avantage pour pouvoir avoir accès au marché international du crédit et aux investisseurs internationaux pour relancer l'économie locale. Donc tout ça va avoir des impacts. Et pour le reste, et pour terminer, on va voir aussi que les positionnements aujourd'hui des pilotes américains vont continuer en réalité d'osciller entre d'une part l'évolution de la guerre elle-même et d'autre part les positions que vont prendre les États-Unis, les Européens, mais aussi la Chine, qui est aujourd'hui l'autre
étoile polaire, si je puis dire, pour les Latino-Américains, car c'est en fonction de ce que fera la Chine et de ce que feront les Occidentaux que continueront de se positionner les Latino-Américains, qui d'un certain point de vue restent assez périphériques dans ce conflit, mais qui aussi, en tant que pays périphérique, observent tout ce qui est en train de se passer. Et par exemple, le fait que ce conflit remontre aussi une certaine, réunion des pays dits occidentaux et qui montre bien encore leur maîtrise, leur domination du système financier international à travers les sanctions, du système technologique international à travers tout ce qui est en train de se passer avec les GAFA, mais aussi de leur maîtrise et leur domination du système symbolique de la mondialisation et tout ce qu'on voit dans les arts, le sport, etc. Et qui fait que les Occidentaux, comme on pourrait les mal nommer Occidentaux, eh bien, ont encore une domination sur un ordre international que les pays périphériques comme latino-américains aimeraient voir évoluer. Et donc, c'est en fonction de ce que fera la Chine par rapport à tout ça qu'on verra la continuité des positionnements latino-américains dans les semaines et les mois qui viennent, à mesure que ce conflit s'embourberait ou se stabiliserait dans la guerre dans les semaines et les mois qui viennent. Donc il faudra bien sûr voir tout ça de près. C'est ce qu'on fera dans notre chronique. Merci.